Le président Alassane Ouattara en visite officielle en Corée depuis hier. Première visite d'un chef d'État ivoirien en République de Corée. Les enjeux de cette visite dans quelques instants. Et puis l'opération de démolition des sites d'orpailleurs clandestins se poursuit. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, était dans le département de Djekanou pour faire le constat. Retour sur la fête de la Tabaski. L'événement a été célébré hier. D'autres temps forts à Adjamé, Yopougon et Cocody dans ce 13h. Bienvenue à tous. Il existe désormais un nouveau code forestier pour la Côte d'Ivoire. Nouveau code adopté par les députés ivoiriens il y a plus de 3 mois et promulgué par le président de la République. Ce nouveau code vient en remplacement de la loi de 1965. Pourquoi ce nouveau code? Pour en parler, un invité ce dimanche. Il s'agit du colonel Gwessé Aïdara Lanciné, directeur de cabinet au ministère des Eaux et Forêts. Merci mon colonel d'avoir accepté notre invitation. Merci madame. Nous reviendrons à vous tout à l'heure, mais avant, disons que le président Alassane Ouattara effectue une visite officielle en Corée du Sud du 6 au 9 octobre. Cette visite officielle, la première d'un chef d'État ivoirien en République de Corée, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Les enjeux de cette visite avec notre envoyé spécial, Abiba Dambélé. C'est la première visite officielle d'un président ivoirien en Corée. La Côte d'Ivoire est également le premier pays africain à avoir établi une relation diplomatique avec la Corée. Pour toutes ces raisons qui démontrent l'excellence des relations entre les deux États, la République de Corée va dérouler le tapis rouge pour son hôte de marque, le président Alassane Ouattara, à partir du 6 octobre prochain. Selon l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, près la République de Corée, tout est fin prêt pour accueillir le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et la Côte d'Ivoire attend de nombreux investissements coréens. La coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée est fondée sur l'assistance et les dons divers. C'est maintenant qu'il y a des opérateurs économiques coréens qui ont commencé à investir en Côte d'Ivoire. Et donc, le montant des investissements coréens à la Côte d'Ivoire est environ 73 millions de dollars l'année dernière. Donc, c'est encore assez faible. Nous pensons qu'avec l'arrivée du chef de l'État ici en Corée, nos relations de coopération vont se renforcer davantage. Au programme de cette visite officielle au pays du fleuve Han, un entretien tête-à-tête avec la présidente sud-coréenne, Mme Park Geun-hye, la signature de plusieurs accords de coopération, des rencontres avec le président de l'agence de coopération coréenne. Le chef de l'État sera également élevé à la distinction de docteur honoris causa de l'université féminine Sokmyung. Restons toujours en Corée. La Corée du Sud a reçu une délégation nord-coréenne dans le cadre des Jeux asiatiques. Après quelques années de bruit entre les deux Corées, l'heure est à l'apaisement. Regardez. C'est une visite très inattendue et la première interaction depuis des années entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Une délégation de dirigeants nord-coréens a été reçue à Séoul dans le cadre de la cérémonie de clôture des Jeux asiatiques. Au cours de cette rencontre, les deux États ont convenu de relancer leurs pourparlers suspendus depuis 8 mois déjà. Les deux Corées sont techniquement toujours en guerre, aucun traité de paix n'ayant été signé après l'armistice de 1953. La République de Corée qui accueille le chef de l'État Alassane Ouattara, rappelons que c'est la première visite d'un chef d'État ivoirien dans ce pays. Le chef de l'État qui, avant son départ pour Séoul, a célébré la Tabaski. Le président Alassane Ouattara a pris part à la prière officielle de l'Aïd el-Kébir. C'était à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Et à Adjamé, Yopougon et Cocody, les fidèles musulmans ont pris d'assaut les différentes mosquées pour assister à la prière de 2 rakats et au sermon des imams. Retour sur la Tabaski avec nos différents reporters, Noussangaré, Ahmed Traoré et Serge Gongoumé. La Tabaski au Laïd el-Kébir est la commémoration du sacrifice d'Abraham à Dieu. Comme toute fête, la Tabaski est un jour de partage. À cette occasion, un festin a été initié en l'honneur de la fraternité et de l'amitié retrouvée entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire. L'initiative est du secrétariat exécutif de la jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA. Nous rendons gloire à Dieu, nous disons merci de nous avoir fait grâce. Et nous le prions pour qu'il mette sa main sur la Côte d'Ivoire afin que dans la fraternité retrouvée, dans la solidarité, les enfants de ce pays se donnent la main pour construire la Côte d'Ivoire.
La Tabaski ou la célébration d'Aïd el-Kébir est un grand moment de communion. Honorant la tradition de cette culture de fraternité, de partage, les premiers responsables d'Adjamé ont prié en cette journée de haute portée spirituelle avec les musulmans. Nous avons le même père qui est Abraham, ce soit chez les musulmans, chez les chrétiens ou chez les bouddhistes. Donc nous devons nous donner la main pour qu'ensemble nous prions toujours le Seigneur pour nous donner la santé. Les fidèles musulmans s'engagent à observer les valeurs de tolérance et d'amour. La communauté islamique Ahmadiyya, à l'instar des autres musulmans du monde entier, s'est souvenue du sacrifice d'Abraham à Allah pour lui témoigner sa foi. La mosquée principale d'Adjamé, 220 logements, a servi de cadre à cette célébration. Mosquée à l'entrée de laquelle on pouvait lire aisément, comme leitmotiv de cette communauté musulmane, l'amour pour tous et la haine pour personne. L'ami Abdul Pacha, le chef suprême de la communauté Ahmadiyya en Côte d'Ivoire, a dans son sermon recommandé à ses fidèles et aux Ivoiriens de faire comme Abraham et d'offrir ce qu'ils ont de plus cher à Dieu. À la mosquée d'Adjien, dans la commune de Cocody, la prière de 2 rakats a été officiée par le cheikh Boakari Fofana, président du COSIM. Dans son intervention, le cheikh a demandé aux fidèles musulmans de tirer les leçons de l'acte d'Abraham. C'est pourquoi il invite les fidèles à avoir une foi inébranlable en Allah, tout en lui plaçant la confiance totale. Pour la paix et le développement de la nation ivoirienne, le cheikh Boakari Fofana exhorte les fidèles musulmans à continuer les prières. Aux dirigeants, le président du COSIM souhaite que les actions de développement engagées aboutissent pour le bonheur des populations. Des prières et bénédictions ont été faites pour éloigner définitivement la fièvre Ebola du sol ivoirien. À San Pedro, les fidèles musulmans célèbrent l'Aïd el-Kébir, 70 jours après le Ramadan, à l'image de leurs coreligionnaires du monde entier. Cela s'est traduit par une prière de 2 rakats, d'un sermon et d'une immolation de bélier. Dans son adresse, l'imam Moussa Ouattara a demandé aux fidèles musulmans d'être des modèles d'Abraham en termes de piété, avant de les exhorter à la culture du pardon et de la paix. Et l'actualité oblige, ce communiqué de la présidente de la République, nous l'avons dit tout à l'heure, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, effectuera une visite officielle en République de Corée du 6 au 9 octobre 2014. Cette visite officielle, la première d'un chef d'État ivoirien en République de Corée, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays, liés par une longue amitié et par plus de 50 années de fructueuse coopération. Au cours de son séjour, le chef de l'État ivoirien aura des entretiens avec son homologue coréen sur les questions de coopération bilatérale et d'intérêt commun. Ils procéderont à la signature d'importants accords dans les domaines économiques et sociaux. Des chefs traditionnels mènent le combat pour l'éradication de la pauvreté. Ces chefs ont le soutien de l'ONG du bishop Kouman Odette, soutien matérialisé par une signature de convention. On fait le point avec Hugues Veblé. Par cette signature de convention de partenariat, l'ONG Akong et le Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire marquent leur volonté commune de lutter contre la pauvreté dans différentes régions du pays. L'ONG Akong est spécialisée dans le domaine de l'humanitaire et du social. Créée en 1990, elle vient en aide aux personnes vulnérables et dans le besoin en se basant sur la parole de Dieu. La fondatrice de cette structure est le docteur Kouman Kossia Tania Odette, également fondatrice du ministère international de la grâce et de la délivrance et reine-mère du Zanzan. Par le biais de son ONG, elle compte apporter aux rois et chefs traditionnels une assistance dans plusieurs domaines, sans citer l'agriculture, la santé, l'éducation, l'environnement et le patrimoine. Nana Ndepo Didas est le secrétaire général du Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Il a promis le soutien de sa structure aux actions de l'ONG Akong. Promouvoir et transmettre aux générations futures le patrimoine culturel Adjoukrou. C'est l'objectif que veut atteindre l'organisation non gouvernementale Sokraf Bafré de Dabou. C'est dans cette optique que l'ONG a organisé un séminaire récemment dans la dite ville. Ahmed Traoré et Serge Gongoumé. L'organisation non gouvernementale Sokraf Mbafré de Dabou dans la région des Grands Ponts a pour objectif de promouvoir et développer la culture Adjoukrou.
Dans cette optique, Lat Melez, président de l'ONG, a organisé récemment un séminaire à Dabo autour du thème « Politique de valorisation du patrimoine culturel en pays à Djoukro ». Pour atteindre son but, le président de l'ONG, Sokraf Mbafré, entend organiser un festival annuel et un carnaval biannuel qui vise à ouvrir au monde les valeurs et traditions de Dabo. Le président de l'ONG sollicite le soutien moral, matériel et financier des autorités du monde culturel. Lat Melez sollicite également les fils de la région des Grands Ponts pour la réalisation de ces projets. Au chapitre défense, la problématique de la gestion et de la conservation des archives de défense était au centre d'une conférence organisée par la direction de l'administration et de la législation militaire du ministère de la Défense. La rencontre qui s'est tenue au camp Gallieni a vu la participation d'experts nationaux en charge des archives et de l'histoire militaire, nous dit Hamza Djabi. La conservation des archives de la défense, une problématique qui préoccupe les acteurs de l'armée ivoirienne. D'où cette conférence organisée par la direction de l'administration et de la législation militaire du ministère chargé de la défense autour du thème « Les problématiques de la gestion et de la conservation des archives de la défense ». Pour les différents intervenants, l'inexistence d'infrastructures adéquates constitue l'un des problèmes clés dans la conservation des archives de la défense. Selon eux, il est nécessaire donc de doter les services d'archives d'outils de défense. Une telle initiative vise à valoriser la fonction archive au sein des armées eu égard à la valeur administrative, légale et historique de son impact. Depuis plus de 50 ans, les forces armées nationales ont produit, reçu une masse documentaire qui constitue les archives de l'institution, mais dont les conditions de conservation étaient caduques. Un service archive a donc été créé en 1999, mais la crise de 2000 a mis en berne ses efforts. Cette rencontre a donc permis de mettre en évidence la contribution des archives à la souveraineté de l'État et la précarité de conservation dans lesquelles se trouvent les archives de défense. Elle a été également une occasion de lancer un appel à l'intention de la hiérarchie militaire sur l'urgence des risques de dégradation et de destruction continue des patrimoines archivistiques militaires. Reportage signé Abou Sanogo. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, était dans le village d'Abouakakro, dans le département de Djakanou, en vue de s'assurer de l'effectivité de l'opération de démolition des sites d'orpailleurs clandestins. Cette opération qui a débuté depuis 3 jours se poursuit afin de récupérer tout le matériel des orpailleurs. Regardez. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, dans le village d'Abouakakro 2, situé dans le département de Djekanou. Objectif, s'assurer de l'effectivité de l'opération de démolition et de déguerpissement d'orpailleurs clandestins. Au nombre d'environ 15 000, ces orpailleurs exerçaient de façon illégale dans ce village de 1500 âmes. L'opération menée par la gendarmerie nationale a permis la démolition de plusieurs abris jonchant la voie, d'habitations précaires et plusieurs machines parties en fumée. Cette opération a duré 2 jours. Nous allons faire le travail de façon approfondie pendant 4 jours. Et ensuite, nous allons laisser le personnel sur place pour continuer le ratissage et faire en sorte que surtout le matériel qui a été utilisé pour faire ces extractions-là, ils ne puissent plus les utiliser pour aller ailleurs. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, invite les personnes qui occupent encore les sites d'orpaillage à les libérer. Nous lançons un appel à tous ceux qui occupent encore des sites d'orpaillage de dégager des lieux, surtout quand ils exercent dans une clandestinité. On ne leur fera plus de cadeaux. La période de prévention est passée. Donc nous allons continuer, n'est-ce pas, non seulement à déguerpir, mais aussi à démolir tous les lieux qu'ils ont installés et qui constituent une menace pour l'environnement, une menace pour la sécurité et une menace pour la cohésion sociale. L'opération de sécurisation du village d'Abouakakro 2 se poursuivra afin de récupérer le matériel des orpailleurs en fuite. Et dans le cadre de l'emploi jeune, après 12 mois de travaux, la seconde enquête sur l'emploi est maintenant disponible. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et des Affaires sociales est allé faire le point des résultats obtenus de l'enquête 2013 au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Sidonie Davidla. L'enquête emploi est une initiative du gouvernement ivoirien. Elle consiste à actualiser les indicateurs sur le marché de l'emploi chaque année. Cette enquête est la seconde du genre portant sur la restitution des travaux réalisés en 2013 sur l'emploi.
Elle a fait l'objet d'une présentation au Premier ministre avant sa validation en Conseil des ministres. Instruction nous a été donnée de faire en sorte que les statistiques en Côte d'Ivoire en matière d'emploi puissent refléter la situation économique en Côte d'Ivoire. Donc disposer de données, disposer de chiffres. Pour la seconde enquête emploi 2013 que nous avons réalisée sur 12 mois, eh bien aujourd'hui nous sommes venus avant donc la publication des chiffres rendre compte à Monsieur le Premier ministre sur le travail qui a été effectué. Nous avions été donc appuyés par la Banque mondiale, par le BIT, l'INS, l'NCA et un certain nombre d'organismes internationaux dont la mission essentielle a été vraiment d'appuyer le comité technique pour la mise en œuvre de cette enquête. Les résultats de cette enquête vont nous situer sur le nombre d'emplois déjà créés et les possibilités certaines d'atteindre le million d'emplois voulu par le chef de l'État en 5 ans. Et justement, à Dimbokro, 215 jeunes bénéficiaires du projet Jeunes et Développement des compétences PGDEC ont été recrutés par une entreprise après plusieurs mois de stage au sein de la dite société. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, accompagné des directeurs des structures techniques ayant en charge la mise en œuvre de la politique d'emploi, était sur les lieux pour voir ces jeunes. Serge Gongoumé. C'est connu de tous les demandeurs d'emploi sans expérience professionnelle, difficile de décrocher un premier emploi. Au nombre de 215, ces jeunes ont bénéficié d'un stage dans cette usine de transformation de coton. Une opportunité qui leur a été offerte par le PGDEC, Projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. Aujourd'hui, ces 215 jeunes sont recrutés par l'usine avec un contrat à durée indéterminée. J'ai eu mon diplôme depuis 2007. J'ai cherché à plusieurs reprises de stage, il n'y a pas eu de stage. C'est que l'année dernière que j'ai fait l'inscription en ligne pour pouvoir venir ici. Ici, on fait de la soudure, il y a les tourneurs aussi qui sont là. Bon, on travaille un peu sur tout quoi. En tout cas, pour un début, tout est bon, ça va. 800 autres postes restent à pourvoir après le recrutement en CDI de ces jeunes. Le patron de l'usine en donne l'assurance. Les effectifs qui étaient là, les gens étaient vraiment vieillissants, sont pratiquement tous à la retraite. Il faut assurer la relève. Il y a un fort potentiel pour 2015 en termes d'emplois directs créés de façon annexe à nos activités, connexes à nos activités. Ça devait générer au moins 5000 emplois directs. Ce résultat satisfaisant, réalisé par le PGDEC en partenariat avec l'usine, entre dans le cadre de la politique du chef de l'État d'offrir un emploi à chaque jeune de Côte d'Ivoire. Des programmes existent pour notre jeunesse. Des financements d'État, des financements de nos partenaires techniques et financiers existent. L'appel que je voudrais lancer à travers donc votre média, c'est de les inviter à fréquenter nos structures. Le ministre d'État, Moussa Dosso, a annoncé que le nouveau code du travail qui passera bientôt sur la table des députés va définitivement régler le problème de stage auquel bon nombre des diplômés sont confrontés après leur formation. À ce jour, 20 000 jeunes ont déjà bénéficié des opportunités offertes par le PGDEC sur l'ensemble du territoire national. Dans le domaine de l'éducation nationale, le gouverneur du district de Yamoussoukro a offert des tables bancs et des mobiliers de bureau à 10 établissements. Coût de l'investissement, 100 millions de francs CFA. Reportage, Brahima Doumbia. Les collèges de Kossou, d'Atiegouakro et de Molonoublé, les lycées mix 1, mix 2 et Mami Adjoa, le collège Bad, le groupe scolaire Lobakro, l'EPP Abakro et l'EPP Maounou Nanafoué sont les établissements équipés en table-banc et en mobilier de bureau par le district de Yamoussoukro en ce début d'année scolaire 2014-2015. Un acte qui s'inscrit dans le cadre de la politique du district en faveur de l'éducation. Au total, un investissement de 100 millions de francs CFA. Le gouverneur du district de Yamoussoukro, Dr Augustin Thiam, a exhorté les bénéficiaires à utiliser ce matériel à bon escient. Même si le district a fourni les bancs, c'est avec les impôts des Ivoiriens qu'on a acheté ces bancs-là. Donc ces bancs-là sont notre bien commun. Et je leur demande d'en prendre soin et d'enseigner à leurs enfants l'entretien et le respect de ce mobilier qui doit dépasser les générations. Il faut que celui qui arrive sur le banc sache qu'il y a d'autres derrière lui qui arrivent. Donc il faut qu'il en prenne soin. Sachez que depuis 2011,
Le district de Yamoussoukro a réalisé au total un investissement de 300 millions de francs CFA pour l'équipement des établissements du district en mobilier scolaire et administratif. Les enfants de la commune de Diabo n'ont pas encore repris les cours et pourtant la rentrée c'était depuis le 15 septembre. La raison, les bâtiments du groupe scolaire 1 et 2, ceux de l'EPP à Diekro, n'ont pas de clôture après une violente tornade. Les autorités municipales appellent à la mobilisation de tous pour la réhabilitation de ces établissements. Reportage Soro Corona, commentaire Chris Larsen. La rentrée scolaire 2014-2015 n'est pas encore effective pour les enfants de la commune de Diabo. Les écoliers du groupe scolaire Diabo 1 et 2 et ceux de l'EPP à Diekro sont toujours à la maison. Depuis le 15, nos amis vont à l'école. Nous, les enfants d'Adiekro, nous ne partons pas à l'école. Nous n'avons pas les salles de classe. Le vent a enlevé les toits. Nous vous demandons pardon d'arranger. Nous voulons aller à l'école comme nos amis. La raison, depuis le 26 août dernier, les bâtiments de ces établissements scolaires ont été décoiffés par une violente tornade. Au groupe scolaire Diabo 1 et 2, pour sauver les écoliers des classes de CM2, le magasin de l'école est transformé en classe. À Adiekro, seulement 2 salles fonctionnelles. Une situation qui oblige les enseignants à adopter la double vacation avec des effectifs pléthoriques. Le maire de la commune de Diabo attend la mobilisation de tous pour la résolution de cette équation afin de donner la chance aux enfants de cette localité de reprendre les cours. Je voudrais réitérer encore mon appel à l'endroit du gouvernement, des partenaires au développement et des cadres surtout, que les cadres viennent vivement pour nous appuyer pour que nos enfants puissent aller à l'école comme tous les enfants de la Côte d'Ivoire. En attendant, les écoliers de ces écoles primaires sont obligés de voir leurs vacances scolaires se prolonger. Les populations et les enfants de Diabo ont le regard tourné vers les cadres, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour la réhabilitation de ces établissements scolaires. La page santé s'ouvre avec l'ONG Santé d'abord qui veut inculquer aux populations les règles d'hygiène à la base d'une bonne santé. Pour atteindre cet objectif, l'organisation a initié une caravane dénommée La santé commence par l'hygiène. Il s'agit de sillonner les communes d'Abidjan et les villes de l'intérieur pour expliquer aux populations pourquoi certaines maladies sont souvent récurrentes. Serge Collier. Pour éviter des maladies mortelles, il suffit d'adopter des règles d'hygiène simples. C'est ce qui explique le thème « La santé commence par l'hygiène ». À travers ce message, l'ONG Santé d'abord veut expliquer aux populations ivoiriennes l'importance de l'hygiène. Pourquoi l'on tombe malade souvent et comment éviter certaines maladies. Lorsque vous allez à l'hôpital, on vous tend une ordonnance sans vous expliquer pourquoi vous êtes malade. Et quand vous retournez, vous continuez d'adopter les mêmes comportements et vous rechutez. Nous disons aujourd'hui, partout, le microbe ne tue pas l'Africain. Lorsque quelqu'un est en train de manger et qu'une mouche tombe dans son repas, il retire la mouche, il continue de manger. Quelqu'un est en train de boire et qu'une mouche tombe dans son verre, il retire la mouche, il dit c'est le bonheur, il continue de boire sans savoir que ce sont des milliers de microbes qu'il vient de consommer. L'ONG Santé d'abord est composée de travailleurs sociaux. Cette organisation a décidé de faire de la prévention en matière de santé son cheval de bataille. On parle d'Ebola aujourd'hui. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de soins appropriés. Le seul moyen, c'est le lavage des mains, c'est l'hygiène de vie, c'est l'hygiène environnementale. La caravane de sensibilisation de l'ONG Santé d'abord débute le 12 octobre 2014 à Ebimpe. Elle s'étendra aux communes du district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. La région du Béret s'engage dans la lutte contre Ebola. À cet effet, la Jeunesse unie pour la cohésion et l'émergence du Worobo a offert à l'hôpital général de Mankono du matériel de salubrité. Les populations de la région ont été sensibilisées sur les mesures de prévention. Reportage Hassan Khan, commentaire Kader Sogodogo. Plus de 3000 morts causés par le virus Ebola selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la santé. Face à la dangerosité de la maladie à virus hémorragique, les Ivoiriens ne ménagent aucun effort pour maintenir le virus hors des frontières du pays. À Mankono,
La jeunesse unie pour la cohésion et l'émergence du Woroba a apporté sa contribution à la lutte contre l'Ebola dans la région du Béré. Cette jeunesse a offert du matériel de salubrité à l'hôpital général du département. Matériel composé de brouettes, de balais, de savon et de gel antiseptique. Sensibiliser nos parents sur le problème de l'Ebola. Comme on le dit, il faut prévenir que guérir. Parce que l'Ebola aujourd'hui, le gouvernement fait des efforts. Or, se trouve que le district de Woroba est tellement éloigné de la capitale. C'est important que nous, étant des jeunes, il faut venir porter l'information à notre population. Notre association a pour objectif d'unir tous les jeunes venant de la région du Béré, du Bafi, du Rodou, afin qu'on puisse parler d'une seule voix. Occasion pour le corps médical de l'hôpital général de Mankono d'informer les populations sur les précautions à prendre pour éviter la maladie. Les autorités politiques, administratives et traditionnelles ont salué cette initiative de la jeunesse unie pour la cohésion et l'émergence du Woroba. Elles invitent la jeunesse à une prise de conscience pour faire face aux réalités de leur temps. Une visite de l'hôpital général de Mankono a mis fin à cette cérémonie. Et en bref, cette bonne nouvelle dans le cadre de la lutte contre Ebola, l'infirmière française de Médecins sans frontières contaminée par Ebola est guérie. Une information confirmée par MSF. La jeune femme avait contracté le virus lors d'une mission au Libéria et avait été rapatriée le 19 septembre puis hospitalisée à Paris, devenant ainsi le premier cas d'Ebola en France. De plus en plus de patients africains et européens vont en Tunisie pour des soins. Ce qui motive ces patients, c'est le système de santé très développé dans ce pays. Il se caractérise par l'amélioration du plateau technique et la formation du personnel de santé. Notre reporter Francis Boifo revient de la Tunisie. Il vous présente dans cet élément le système de santé tunisien. Regardez. L'un des atouts qui différencie la Tunisie des autres pays africains aujourd'hui, c'est le système de santé public et privé. Il est basé sur l'amélioration continue des plateaux techniques, des services et de la formation des agents de santé en vue d'une bonne prise en charge des malades. Le dispositif sanitaire mis en place attire de nombreux patients à travers le monde. Selon les statistiques de 2013, plus de 400 000 patients qui sont venus en Tunisie. Il y a 80% sont des malades africains et presque 12% européens et le reste c'est de toute origine. Le développement du secteur de la santé repose pour l'essentiel sur la politique initiée par les autorités. Le ministère de la Santé est en charge de l'élaboration de tout cahier de charges pour la mise en place aussi bien d'une infrastructure sanitaire publique ou privée, pour l'acquisition d'équipements lourds pour les investisseurs tunisiens qui veulent mettre en place des cliniques de très haute gamme. D'ailleurs, les taxes sont vraiment dérisoires pour ces cliniques-là. Aussi, il y a beaucoup de privilèges fiscaux pour ces établissements-là. Le modèle tunisien de santé présenté au forum Coopération tunisio-africaine, Bâtissons l'avenir, à Yasmine Amamet, séduit les participants. On ne pouvait pas s'imaginer qu'en Afrique, on puisse trouver un plateau aussi performant. Je pense que c'est extrêmement important pour pratiquer la médecine. J'ai été très impressionné par les installations médicales que j'ai eu à visiter. Je pense que ce sont des choses qu'il faudrait chercher à répercuter pour le bien-être de nos populations. À cette rencontre en Tunisie, les responsables de structures de santé ont dit leur engagement à travailler avec des partenaires africains pour sauver des vies humaines tout en développant la coopération sud-sud. L'opération de présouscription au programme de logements sociaux, économiques et de haut standing se poursuit hors de nos frontières. Les Ivoiriens vivant en Europe et intéressés par ce projet seront enrôlés à partir du 18 octobre prochain. Le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme et le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur sont à pied d'œuvre pour réussir l'opération à Paris. Reportage Serge Gongoumé. Les Ivoiriens résidant en Europe pourront bénéficier du programme de logements sociaux, économiques et standing initié par le chef de l'État. Une phase de présouscription pour ces Ivoiriens se tiendra à Paris du 18 au 25 octobre prochain. C'est l'information qui a été donnée à cette conférence de presse au cabinet du ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. La démarche du ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme et du ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur
vise à permettre à la diaspora ivoirienne de réaliser le rêve des Ivoiriens de l'extérieur d'acquérir en toute sécurité un logement à Abidjan ou dans toute autre localité de la Côte d'Ivoire. En lançant cette opération de présouscription au programme présidentiel, le gouvernement veut assurer à tous la possibilité d'avoir un logement à travers une démarche encadrée qui offre toutes les garanties et la sécurité nécessaires. Le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur a quant à lui donné des précisions sur le déroulement de cette rencontre à Paris. Durant une semaine, les stands seront ouverts chaque jour de 8h à 20h et les promoteurs immobiliers seront à leur entière disposition à l'effet de répondre à leurs préoccupations. C'est le lieu pour nous de demander la présence massive de nos compatriotes habitant les grandes villes françaises à cette importante séance d'échange et d'information qui verra la présence effective de nos deux ministres, monsieur le ministre Mamadou Sanogo et monsieur le ministre Ali Koulibaly. Les Ivoiriens de l'extérieur auront à payer seulement la somme de 39 000 francs CFA comme frais de présouscription. Place au magazine du dimanche. Notre invité est le colonel Gwessé Aïdara Lanciné, directeur de cabinet au ministère des Eaux et Forêts. Il est là pour parler du nouveau code forestier pour la Côte d'Ivoire. Mon colonel, merci d'être venu sur notre plateau. Merci, madame. Pour commencer, qu'est-ce qu'un code forestier? Permettez-moi, madame, avant d'entrer dans le vif du sujet, de transmettre toute la reconnaissance de monsieur le ministre des Eaux et Forêts à l'endroit du ministre de la Communication, à l'endroit du directeur général de la RTI, à l'endroit du président du conseil d'administration, pour l'opportunité que vous nous offrez de parler aujourd'hui du nouveau code forestier Côte d'Ivoire. Pour répondre à votre question, je voudrais dire que le code forestier est un ensemble de dispositifs légaux relatifs à la forêt. C'est donc une loi étendue qui règle le domaine forestier, spécifiquement le domaine forestier ivoirien. Et le nouveau code forestier pour la Côte d'Ivoire a été adopté par les députés ivoiriens le 10 juin dernier. Il vient en remplacement de la loi de 1965, suivant les explications de Sita Soro et Francis Boifo. Adopté par les députés de la Commission Recherche, Sciences de la Technologie et de l'Environnement, le nouveau code forestier ivoirien vient en remplacement de celui de 1965 qui ne prenait en compte que des problèmes de cette époque. Cette loi s'étant avérée insuffisante et inadaptée aux réalités actuelles, le nouveau texte vient donc pallier le déficit. La loi va tenir compte des principes fondamentaux de gestion de la forêt tels que définis par les instruments juridiques internationaux, notamment la Convention de Rio de Janeiro sur la diversité biologique ainsi que la détermination d'un taux minimum de couverture forestière de 20%. Ce nouveau code va également permettre la classification des forêts en fonction de leur vocation, à savoir la production et la protection. Tout cela appuyé d'une diversification renforcée des régimes forestiers. Aussi faut-il noter l'élargissement du champ de la conservation à travers l'intégration de nouvelles dispositions ou prohibitions comme l'interdiction de verser des produits ou déchets toxiques dans le domaine forestier et la réglementation du déboisement. À cela s'ajoute l'apparition de la notion de domaine forestier public de l'État et de domaine forestier propre des collectivités territoriales, ainsi que le renforcement des pouvoirs de la police, des agents des eaux et forêts et la prise en compte de nouvelles infractions assorties d'un renforcement des pénalités. Cette loi vient ainsi freiner l'exploitation abusive du patrimoine forestier ivoirien, estimé à ce jour à moins de 3 millions d'hectares. Mon colonel, de façon plus claire, qu'est-ce qui fait la différence entre l'ancien code forestier et le nouveau? Merci madame. L'ancien code forestier, il s'agit bien de la loi 65-425 du 20 décembre 1965, prenait à compte les réalités de l'époque. Ouais. Vous savez qu'à cette époque, nous étions dans l'abondance. Les ressources forestières étaient pratiquement partout en Côte d'Ivoire. La superficie forestière avoisinait la moitié de la Côte d'Ivoire et je pense que nous étions dans un contexte d'abondance. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Les forêts ont réduit. Les superficies forestières
sont, je dirais, éparses. Même les forêts classées sont infiltrées par des populations. Cela commandait qu'il faut adapter ce dispositif à la réalité du moment, aux préoccupations du moment, en prenant en compte la nouvelle politique forestière édictée par les instances internationales et nationales. Et donc, de façon plus concrète, quelles sont les raisons qui ont conduit le gouvernement à adopter un nouveau code forestier pour la Côte d'Ivoire? Comme je venais de le dire, madame, vous savez que l'ancien était donc dépassé. Dépassé, oui. Puisque nous notions des insuffisances au sein de cet ancien code. Et déjà en 1988, une nouvelle politique forestière a été élaborée en Côte d'Ivoire. Et cette nouvelle politique forestière qu'on a appelée le PDF, le Programme de développement forestier 88-2015, qui constatait justement ces insuffisances, corrélées avec la déclaration de Rio en 1998. Quelles sont les innovations majeures que contient ce nouveau code? Au niveau de ces innovations majeures, il y en a plusieurs. Et je voudrais simplement vous citer les plus pertinentes, notamment le statut de l'arbre. Désormais, l'arbre a un statut, a un propriétaire. Deuxièmement, le renforcement du pouvoir de police des agents techniques des eaux et forêts. Troisièmement, l'interdiction aux opérateurs du secteur d'exporter des bois ronds, c'est-à-dire des bois sous forme de grumes, d'écaries ou de plots. Et enfin, l'institution de ce que nous appelons des mécanismes de financement durable. Ce sont les plus pertinentes parmi ces innovations, qui sont nombreuses. Vous avez dit tout à l'heure que l'arbre a un statut. De quoi s'agit-il réellement? Merci madame pour cette question. L'arbre a un statut parce que partout sur le territoire ivoirien, l'arbre existera, il y aura un propriétaire. Cette loi insiste sur ce que nous appelons justement l'appartenance de l'arbre et donne un statut de protection à l'arbre. En fait, vous allez voir, et nous allons peut-être rentrer dans ce détail, vous allez constater qu'à la différence de l'ancien code, cette loi donne l'opportunité à chaque citoyen d'avoir sa forêt, donc d'être propriétaire d'une forêt. Quand bien même qu'il y a la forêt de l'État, c'est-à-dire le domaine forestier permanent de l'État, dans le domaine rural, tout citoyen peut avoir une forêt. D'ailleurs, cette loi institue et demande aux collectivités locales et aux collectivités et aux communautés rurales d'avoir et de constituer leurs forêts. Des forêts qui leur appartiennent. Et comment cela va se faire sur le terrain? C'est simple, madame. Vous avez le territoire, la zone rurale. La zone rurale qui appartient aux communautés rurales. Il suffit d'avoir, vous avez votre certificat foncier, vous pouvez décider de créer une forêt sur cette parcelle. Ce qui introduit une innovation importante, madame, c'est que désormais, la forêt, l'arbre sera géré et considéré comme une spéculation agricole. Il y a aussi l'interdiction qui est faite désormais aux industriels d'exporter du bois brut. À quel besoin répond cette innovation? Avant de répondre à cette question, madame, je voulais vous dire qu'en conséquence de ce que je viens de dire, désormais, nous n'avons plus le droit de couper n'importe comment des arbres sur le territoire ivoirien. Avant de le faire, quand bien même que cet arbre vous appartienne, avant de le faire, il faut solliciter l'autorisation des spécialistes que sont l'administration, qui sont dans l'administration forestière. Je pense que c'est très important comme élément à faire comprendre. Et la prochaine question, c'est l'interdiction qui est faite désormais aux industriels d'exporter du bois brut. À quel besoin répond cette innovation? Madame, là, vous avez une innovation importante. C'est de faire en sorte que nous puissions valoriser au maximum le bois ivoirien. Désormais, il est interdit. Il est interdit d'exporter ce que nous appelons dans notre jargon du bois rond, c'est-à-dire sous forme de grumes. Et avant d'exporter ces produits, il faut d'abord les transformer localement. Nous avons des usines pour ça, et je voudrais lancer un appel à l'attention des opérateurs du secteur pour leur dire qu'il faut adapter l'outil aux réalités du moment. Il faut
il faut transformer le bois ivoirien avant exportation. Il n'y aura pas de dérogation. Il n'y aura pas de dérogation. Il faut absolument s'adapter parce que nous avons besoin d'une transformation plus poussée de nos ressources forestières. Que faut-il attendre par renforcement des pouvoirs de police judiciaire des agents des eaux et forêts? Encore une innovation importante, madame. Désormais, les agents des eaux et forêts, en plus de leur rôle d'encadrement et de développement forestier, seront des OPJ, c'est-à-dire des officiers de police judiciaire. Cela veut dire que les procès-verbaux de constat ne seront pas des simples éléments de renseignement, mais plutôt ces éléments doivent être ce qu'on appelle pris en compte par le procureur de la République. Ce qu'on appelle justement que ces PV auront valeur devant le procureur de la République. Nous n'aurons plus besoin de chercher des OPJ comme ça se faisait par le passé pour pouvoir donner de la valeur à nos procès-verbaux. Et comment sera institué désormais le mécanisme de financement de la forêt qui est aussi rendu possible par le dit code? Madame, permettez-moi de lancer un appel. Je voudrais dire qu'avec ce nouveau code, tous ceux qui s'adonnent encore à l'exploitation illégale, à la fraude, au gaspillage de nos ressources forestières doivent se tenir à carreau. Parce que cette loi, non seulement elle est répressive, mais elle nous donne les moyens de notre politique. Désormais, le ministère des Eaux et Forêts, les agents des Eaux et Forêts sont prêts à traquer tous ces individus qui n'ont cesse d'exploiter illégalement nos forêts. Les moyens juridiques sont là. Mon colonel, qu'est-ce que ce nouveau code va changer de façon claire dans la protection de la forêt en Côte d'Ivoire, en quelques mots? Madame, vous avez parlé aussi du financement durable. C'est une innovation. Je voudrais dire que ce mécanisme, il est créé. Il ne s'agit plus de le recréer, il est créé par cette loi. Il s'agit alors de prendre les décrets et les arrêtés subséquents pour la mise en œuvre. Alors, vous m'avez demandé qu'est-ce que le nouveau code va apporter, va changer au niveau de la forêt en Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses. Il faut dire que désormais, l'administration forestière des eaux et forêts n'est pas ou n'est plus le seul acteur dans le développement forestier en Côte d'Ivoire. Au terme de cette loi, nous donnons la possibilité aux collectivités territoriales, aux communautés rurales, je dirais même pas la possibilité, c'est plutôt une injonction, que ces communautés puissent créer leur forêt. Nous donnons la possibilité aux individus, aux personnes morales de droit privé, aux personnes physiques de créer leur propre forêt. Leur propre forêt pour répondre aux besoins économiques, comme l'agriculture, comme la culture de bananes, la culture d'ananas, comme la culture de cacao. Cette possibilité existe. Nous avons besoin de l'ensemble des situations de ce pays pour que nous puissions rétablir la forêt digne de la Côte d'Ivoire. À quand les états généraux de la forêt alors? Madame, les états généraux, pour nous, ça a déjà commencé. Le plus souvent, on nous pose la question de savoir à quand les états généraux. Je voudrais dire que les états généraux, ce n'est pas une action ponctuelle, c'est un processus. Nous avons déjà tenu à Bassam l'année dernière l'atelier préparatoire des états généraux. Ensuite, nous avons installé le comité scientifique qui est en charge justement de ces états généraux et une planification est faite. D'ailleurs, nous venons de recevoir de l'État quelques appuis pour nous permettre justement de mettre en œuvre sereinement ces états généraux. Il faut dire que ces états généraux, madame, comme je l'ai dit, c'est un processus à 3 temps. Premier temps, il y a le forum. Deuxième temps,
l'élaboration du plan de développement stratégique. Ensuite, le troisième temps, la table ronde des bailleurs. Je voudrais juste, pour ne pas vous donner une date, vous demander de patienter. Il appartient au comité scientifique qui travaille sur cette disposition d'annoncer la date au moins du premier forum. Merci, mon colonel, pour toutes ces informations relatives au nouveau code forestier pour la Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous êtes le colonel Gwessé Aïdara Lanciné, directeur du cabinet au ministère des Eaux et Forêts. Et c'est la fin de ces 13 heures supervisées par David Gouedan Mobio. Merci de votre fidélité.